Alors, je remercie vivement Benoît Gauthier, Jean-Marie Chevalier et Claudine Tiercelin pour cette invitation. C'est une joie et un honneur de participer à cette rencontre. Et je vais vous parler aujourd'hui de propriétés épistémologiques putatives qui s'appliqueraient spécifiquement aux pensées en première personne. J'entends par pensée en première personne, conformément à un usage répandu, ces pensées par le biais desquelles nous pensons à nous-mêmes comme à nous-mêmes, c'est-à-dire des pensées qui incorporent une certaine forme, pourrait-on dire, d'ipséité, des pensées que l'on ne peut pas avoir sans avoir conscience du lien de réflexivité qui nous unit avec l'objet de la pensée. Il existe une idée depuis très longtemps dans la littérature philosophique selon laquelle ce type de pensée posséderait certaines garanties spécifiques contre l'erreur. En particulier, il y a un débat très abondant sur la notion d'immunité aux erreurs d'identification. Je vais y revenir dans un instant. Mais ce débat est marqué par un degré de confusion conceptuelle et terminologique important. Dans un article de 2003, Annalisa Coliva argue de façon très convaincante que on peut discerner au moins 3 propriétés épistémiques différentes dans la discussion sur l'immunité aux erreurs d'identification. Donc des propriétés qu'il faudrait maintenir séparées. Dans cet exposé, je vais essayer de faire 2 choses que Coliva ne fait pas, tout en prenant pour point de départ sa distinction donc, entre 3 propriétés épistémiques supposément attachées aux pensées en première personne. Je vais essayer d'une part d'expliquer un petit peu l'origine de ces propriétés, pourquoi elles adviendraient, si elles adviennent en connexion avec les pensées en première personne. Je vais essayer de les expliquer comme étant des conséquences de la nature du concept de « je », concept que je propose de comprendre comme étant analogue au concept dit phénoménaux. Et deuxième objectif, j'espère du même coup contribuer à expliquer la confusion très répandue entre les 3 propriétés, confusion qui proviendrait du fait qu'elles proviennent diversement de la même origine, à savoir justement la nature du concept de « je ». Donc ça, c'est l'objectif de mon exposé, les 2 objectifs de mon exposé. Alors, juste une petite précision, le débat sur l'épistémologie de la première personne et notamment sur l'immunité aux erreurs d'identification va et vient constamment entre pensée en première personne et énoncé en première personne. J'essaierai de me concentrer sur le cas des pensées et d'écarter le cas linguistique pour simplifier dans ce qui suit. Alors, qu'est-ce que l'immunité aux erreurs d'identification ? Intuitivement, certaines au moins de nos pensées en première personne sont protégées contre un certain type d'erreur qui porterait spécifiquement sur la personne. Donc, par exemple, quand, sur la base de l'introspection, je pense « j'ai faim », « je suis ému »,« j'ai envie de vacances », il semble qu'on ne puisse pas faire erreur sur la personne. Si tant est que sur la base de l'introspection, je puisse effectivement savoir que quelqu'un a faim, alors je sais aussi que c'est moi qui suis cette personne, moi qui ai faim. Un jugement de la forme « je suis F », on dira qu'il est immunisé contre l'erreur d'identification, il est IEI, pour faire bref, si le prédicat dans ce jugement ne peut être correct sans que le sujet ne le soit également. Donc je suis immunisé contre l'erreur qui consiste à savoir que quelque chose est F, tout en croyant à tort que c'est A qui est F, quand en fait c'est un autre objet. Alors, il est assez clair qu'en fait, toutes les pensées en première personne ne sont pas immunisées contre ce type d'erreur. Il existe des pensées en première personne qui sont sujettes à ce genre d'erreur sur la personne. Alors, je vous donne un exemple. J'ai joué au loto, j'ouvre le journal pour découvrir le nom du gagnant, je lis « Marie Guillot a gagné au loto ». Je juge « J'ai gagné au loto ». Par malchance, il s'agit d'une homonyme. Ce n'est pas moi qui ai gagné au loto. Il semble qu'on ait bien là un exemple d'erreur d'identification,
Sur la base de la lecture de l'annonce dans le journal, j'ai formé la croyance que Marie Guillot a gagné au loto. Je me suis identifiée à cette personne. J'ai pensé, je suis Marie Guillot. Et j'en ai conclu, j'ai gagné au loto, qui est un jugement dans lequel le prédicat est tout à fait correct. J'ai bien des bases pour croire que quelqu'un a gagné au loto, mais par contre, je fais erreur sur la personne. Ce n'est pas moi. Donc, quand on a une erreur d'identification, dans une pensée en « je », on se trouve dans une situation, je me trouve dans une situation où je crois quelque chose à mon égard qui est faux. Dans la petite inférence dont j'ai supposé qu'elle soutenait ma croyance que j'ai gagné au loto, il y a une prémisse d'identification, je suis Marie Guillot, qui est fausse. Et le résultat, c'est que je crois quelque chose de faux à mon égard. Alors, dans la littérature, on trouve régulièrement une description de l'immunité aux erreurs en première personne, aux erreurs d'identification, pardon, pour la première personne, et une description également du type d'erreur contre lequel cette immunité protégerait, une description qui est confuse et qui semble viser quelque chose d'autre en réalité. Cette confusion est courante. Je vais donner simplement un exemple, une citation de Carole Rovan, que je lis. « Décrivons donc une situation dans laquelle nous pourrions être tentés d'accorder qu'un usage de la première personne s'accompagne d'une erreur d'identification. Supposons que je sois face à un miroir et que je crois que je vois mon propre reflet, alors que je vois le reflet de quelqu'un d'autre. Je déclare, il y a un tableau hideux sur le mur derrière moi. Comme je crois que je suis la personne reflétée dans le miroir, je tiens que moi réfère à la personne reflétée dans le miroir. En un sens, je prends donc quelqu'un qui n'est pas moi, à savoir la personne reflétée dans le miroir, pour le référent de cette occurrence de moi. Comme d'ordinaire dans les cas d'erreur d'identification, nous pouvons interpréter l'énonciation de façon à ce qu'elle soit vraie ou fausse, selon le référent que nous préférons assigner à l'expression fautive. Il est plus naturel d'interpréter mon énonciation comme étant fausse à mon égard, plutôt que vraie de la personne reflétée dans le miroir. Toutefois, l'autre interprétation peut être justifiée dans certaines circonstances, et lorsqu'elle l'est, nous avons un usage de la première personne qui incorpore une erreur d'identification. Nous devons donc nous accorder sur le fait que, bien que certains usages de « je » puissent être sujets à l'erreur d'identification référentielle, cela est extrêmement rare, il existe toujours la présomption la plus forte qu'un locuteur a l'intention de faire référence à lui-même en utilisant « je ». Donc, ce qui est frappant dans cette description, c'est que, selon Rovan, l'exemple du tableau peut être pris comme un cas d'erreur d'identification sous l'interprétation où, en jugeant « il y a un tableau affreux derrière moi », je ferai référence à l'autre personne, la personne que je vois dans le miroir, qui a de fait effectivement un tableau affreux derrière elle. Autrement dit, selon Rovan, si une erreur d'identification affecte un jugement en première personne, alors je crois quelque chose à l'égard de quelqu'un d'autre, en l'occurrence quelque chose de vrai. La personne dans le miroir, effectivement, a un tableau affreux derrière elle. Alors que, comme on l'a vu juste avant, en réalité, selon l'interprétation standard, quand une pensée en première personne est sujette à une erreur d'identification, ce qui se passe, c'est que je crois quelque chose de faux à mon propre égard. Donc c'est tout à fait différent. Alors, la suggestion qu'Oliva fait et que je trouve tout à fait convaincante, c'est que, en réalité, Rovan, comme d'autres auteurs qui commettent la même confusion, Rovan a en tête une propriété épistémique putative des pensées en première personne qui est distincte de l'immunité aux erreurs d'identification. Elle pense à une autre propriété, une propriété de la référence, de l'autoréférence plus spécifiquement, plutôt qu'une propriété de la prédication, de l'auto-attribution plus spécifiquement. Donc elle pense à une propriété qui intervient à un niveau plus simple que l'immunité aux erreurs d'identification. L'immunité aux erreurs d'identification, encore une fois, est une propriété de jugement prédicatif, donc complexe, d'une représentation complexe, alors que la propriété à laquelle Rovan semble penser serait plutôt
une propriété d'une représentation plus simple, c'est-à-dire du terme référentiel qui entre dans la composition des jugements. Donc, quelle est cette autre propriété que Rowan, comme d'autres auteurs, aurait en tête? L'intuition de Rowan semble être analogue à celle qu'Anscombe expose avant elle dans un article fameux sur la première personne. Anscombe dit la chose suivante. Si je réfère, je n'ai pas commencé la citation, ce qu'Anscombe par ailleurs rejette, nie, alors je serais immunisé contre l'identification erronée, et dans ces termes, cela consisterait en la chose suivante. L'objet qu'un énonciateur du mot « je » entend signifier par ce mot doit exister dès lors qu'il énonce « je », et il n'est pas possible, en outre, qu'il prenne le mauvais objet pour l'objet qu'il entend signifier par « je ». L'évêque peut certes confondre le genou de la dame avec son propre genou, mais peut-il se confondre lui-même avec la dame elle-même? Ici, l'intuition de Anscombe, qui est aussi celle de Rowan, semble être que je ne peux pas vouloir utiliser « je » pour faire référence à quelqu'un d'autre que la personne à quoi je réfère effectivement. Il ne peut pas y avoir de divergence dans l'acte de référer. J'utilise nécessairement « je » pour référer à ce à quoi je fais effectivement référence. Alors, je propose d'appeler cette propriété putative l'inséparabilité entre la référence sémantique et la référence intentionnelle de « je ». La distinction que j'ai à l'esprit, c'est la distinction entre semantic reference et intended reference, ou speaker's reference, ou thinker's reference. Une représentation représente quelque chose, réfère à quelque chose, mais par ailleurs, on peut l'utiliser, vouloir l'utiliser pour faire référence à quelque chose éventuellement différent. Et c'est cette divergence qui, d'après une intuition relativement partagée, serait impossible dans le cas de « je ». En fait, ce qu'Anscombe et Rowan et d'autres estiment ne pas pouvoir se produire dans le cas de « je », c'est le type de cas que Donnellan a rendu fameux, le cas de divergence référentielle. Je donne un exemple de Donnellan. Supposons que M. Smith ait été assassiné. Je vais assister au procès du suspect du meurtre et contemplant la personne qui est accusée d'avoir tué Smith, Julien par exemple, je juge le meurtrier de Smith a l'air d'un fou. Alors on a un cas de divergence référentielle dans le cas où en fait le suspect n'a pas vraiment tué Smith. Dans ce cas-là, la représentation le meurtrier de Smith vise la personne qui effectivement a tué Smith, alors que j'utilise moi cette représentation pour faire référence, thinker's reference ou speaker's reference, à quelqu'un d'autre. On a une séparation référentielle, une divergence référentielle, et Anscombe ou Rowan pense que ce phénomène ne peut pas se produire dans le cas de « je ». Alors, en réalité, le phénomène est bel et bien possible, comme le montre l'exemple du tableau avec lequel j'ai commencé tout à l'heure. Le cas où, regardant dans un miroir, je pense, il y a un tableau affreux derrière moi, quand en fait je vois une autre personne que moi dans le miroir, c'est bien un cas où on a une divergence entre d'un côté la référence sémantique de moi, qui renvoie à moi-même, et la référence intentionnelle de la représentation, qui renvoie à l'autre personne, la personne que je vois dans le miroir. Donc il n'est pas vrai que cette inséparabilité référentielle caractérise tout jugement en jeu. Peut-être simplement une sous-classe de ces jugements. Donc ça, c'est la deuxième propriété épistémique qu'on pourrait envisager d'associer au jugement en jeu. La troisième,
qui, selon Kolyva, s'attache effectivement à tout jugement en jeu, c'est ce qu'elle appelle la véritable garantie. Alors on peut l'introduire par un contraste avec le cas de séparabilité référentielle de Donnellan, celui du meurtrier de Smith, que j'ai évoqué tout à l'heure. Dans le cas où, je pense, le meurtrier de Smith a l'air d'un fou en regardant le suspect, le jour du procès, on a une divergence potentielle entre référence sémantique et référence intentionnelle, tout simplement parce que je ne sais pas qui est le meurtrier de Smith. Maîtriser la représentation le meurtrier de Smith ne garantit pas que je sache à qui en particulier cette condition s'applique. Et ce que note Kolyva, c'est que dans le cas de jeu, quand on a une divergence référentielle, ce n'est pas pour la même raison. Ce n'est pas parce que je ne sais pas à qui je réfère. En toutes circonstances, je suis en mesure de répondre à la question qui est je. Donc c'est ça, en fait, selon Kolyva, la véritable garantie à l'erreur qui s'attache au jugement en première personne, c'est le fait que la maîtrise du concept de je garantit en elle-même que, pour tout usage du concept, le sujet sait de quelle personne c'est le concept, quand bien même il y aurait une divergence référentielle. Alors, dans ce qui suit, je vais essayer de dire un petit peu plus sur ces propriétés. Je vais essayer de contribuer à les expliquer aussi, d'essayer de comprendre pourquoi elles sont si régulièrement confondues. Je vais le faire en proposant une certaine conception du concept de je, conçu comme ce que j'appelle un concept d'ancrage phénoménal. Je ne vais pas comparer ma position avec des positions différentes sur la nature du concept de je, dans l'intérêt du temps, ni expliquer mes motivations indépendantes pour défendre cette théorie, mais j'espère que la capacité de la théorie à éclairer en partie l'épistémologie que j'ai décrite lui confère en tout cas un degré de plausibilité initiale. Alors, l'intuition dont je parle, l'intuition centrale qui guide l'approche, c'est que la meilleure analogie pour étudier le concept de je, ce n'est pas tant le mot je, c'est plutôt la famille de représentations à laquelle appartiennent les concepts phénoménaux, comme par exemple le concept de rouge, le concept du douloureux, le concept du poivré, du soyeux, etc. Les concepts d'impression phénoménale. Alors, les concepts phénoménaux, ce sont les concepts utilisés pour penser à la qualité phénoménale qui caractérise nos expériences en elles-mêmes, plutôt qu'aux objets dont ce sont les expériences. Par exemple, ce sont les concepts que nous utilisons pour penser à l'impression subjective de rouge ou à la sensation de douleur en elle-même. Ces concepts ont un ancrage phénoménal, ce qui veut dire plusieurs choses, qui veut dire trois choses distinctes. D'une part, ces concepts ne peuvent pas être acquis sans avoir l'expérience concernée. Par exemple, un aveugle ne peut pas acquérir le concept phénoménal de rouge. L'aveugle peut penser à la couleur rouge sous d'autres concepts physiques, comme à une certaine longueur d'onde par exemple, mais il ne peut pas penser au rouge sous le concept phénoménal de rouge. Il n'est pas en position d'acquérir ce concept. Deuxième sens auquel les concepts phénoménaux ont un ancrage phénoménal, quand on utilise un tel concept, intuitivement, on utilise l'expérience elle-même pour penser à cette expérience. L'expérience est son propre mode de présentation d'une certaine façon. Me remémorer une nuance de rouge sous un concept phénoménal, c'est convoquer à nouveau cette même expérience de rouge pour faire référence à la qualité phénoménale en question. La référence, en quelque sorte, passe par l'exemplification. Et de cette façon, on peut dire que le concept, j'entends ici par concept un certain mode de présentation conceptuelle, une façon dont les choses m'apparaissent épistémiquement, le concept est en partie individué par l'expérience pertinente.
Troisième sens auquel un concept phénoménal est ancré dans le phénoménal. Pour utiliser un tel concept en une occasion donnée, comme j'ai dit, il est nécessaire d'instancier dans sa conscience la propriété phénoménale idoine. Comme le dit Papineau, tout exercice d'un concept phénoménal pour penser à une expérience perceptuelle implique inévitablement cette expérience elle-même ou sa recréation par l'imagination. Alors, je vais proposer d'appeler base phénoménale la propriété phénoménale qui, pour un concept d'ancrage phénoménal donné, par exemple le concept phénoménal de rouge, est la propriété phénoménale dont il faut faire l'expérience pour acquérir le concept, qui contribue à individuer le concept et qu'il faut réactiver dans sa conscience pour utiliser le concept. Alors, je voudrais faire une distinction qui va me permettre d'appliquer ce modèle au concept de « je ». Dans la littérature contemporaine sur la conscience, il est devenu de plus en plus fréquent de faire une distinction entre deux ingrédients du caractère phénoménal total d'une expérience. Levine, Kriegel et d'autres affirment que lorsque l'on a une expérience, par exemple une sensation de rouge, on peut distinguer deux composants dans cette expérience. D'une part, un caractère qualitatif, qui est variable d'une expérience à l'autre. Dans mon exemple, il va s'agir du caractère de rougeur, le rougeâtre. Mais d'autre part, l'expérience a aussi un caractère subjectif, qui lui est constant d'une expérience à l'autre. Le caractère qualitatif, c'est ce que cela me fait de ressentir X. Le caractère subjectif, c'est ce que cela me fait de ressentir X. L'intuition, c'est que mes expériences varient qualitativement. Je peux avoir une expérience de rouge, de bleu, de soyeux, de poivré, de doux, d'amer, etc. En revanche, il y a un aspect phénoménal sous lequel elles ne varient pas. Elles me sont toutes données comme miennes. J'éprouve toutes mes expériences comme étant miennes. Donc il y a une dimension phénoménale, la mienneté, qui est constante. Alors, c'est une distinction qui est discutable et discutée. Je vais supposer, pour les besoins de mon propos aujourd'hui, qu'il y a effectivement quelque chose comme ce caractère subjectif dans chaque expérience. Et je vais faire la proposition suivante. Si l'on accepte cette distinction entre les deux composantes de la phénoménalité, caractère subjectif, caractère qualitatif, alors le caractère subjectif, aussi bien que les différents caractères qualitatifs, doit être reconnu comme une base phénoménale possible pour un concept phénoménal spécifique. Et une thèse que je crois séduisante dans ce cas, ce serait qu'il existe un tel concept phénoménal, dont la base phénoménale serait le caractère subjectif, et que c'est précisément le concept de « je ». La proposition, c'est que je pense à moi-même via l'impression que cela fait d'être moi, tout comme je pense phénoménalement au rouge via une impression de rouge. Alors, j'aurais voulu discuter une objection parmi plusieurs objections possibles, objection qui m'aurait conduite à formuler la proposition d'une manière un tout petit peu plus complexe, mais dans l'intérêt du temps, je vais passer, donc je vais sauter la section 2.4 sur le polycopier. On peut éventuellement y revenir dans la discussion. Comment est-ce que ce modèle phénoménal peut me permettre, j'espère, de contribuer à expliquer un petit peu les trois propriétés épistémiques putatives des jugements en première personne et leur confusion régulière. Alors, voilà comment je pense pouvoir utiliser le modèle. Commençons par la véritable garantie. Donc, c'est la garantie que Kolyvar définit comme, dans les termes que j'ai dit tout à l'heure, la possession du concept de « je » garantit que pour tout usage du concept, le sujet sait de quelle personne c'est le concept. Nous n'ignorons jamais, nous savons toujours qui est le référent sémantique du concept de « je ».
Je crois que cette propriété découle effectivement de mon modèle phénoménal, puisque si j'ai raison, alors il n'est pas possible de déployer le concept de « je » sans éprouver, ici maintenant, le caractère subjectif de l'expérience, donc sans être présenté à soi. De telle sorte que l'identité de la personne à quoi réfère « je » ne peut m'échapper dès lors que je pense « je ». Il n'y a pas de pensée en « je » sans expérience de soi. Donc ça, c'est l'idée intuitive qui expliquerait la véritable garantie. Deuxième propriété, l'immunité aux erreurs d'identification. Alors donc, je vous rappelle la définition dont je suis partie. Un jugement prédicatif en première personne, de la forme « je suis F », est immune aux erreurs d'identification si et seulement si le prédicat dans ce jugement ne peut être correct sans que le sujet du jugement ne le soit également. Une approche standard de l'immunité aux erreurs d'identification consiste à dire que une mauvaise identification est exclue lorsqu'il n'y a pas du tout d'identification en jeu, lorsque les fondements épistémiques du jugement ne contiennent pas de prémices d'identification. C'est donc une approche qu'Evans a initiée, qui a été théorisée un peu plus avant par Crispin Wright récemment. L'idée, c'est que dans un jugement de forme A et F, il n'est pas possible de faire erreur spécifiquement sur la personne qui est F, lorsque c'est la même source épistémique qui justifie d'un côté la croyance que quelque chose X est F, et d'autre part la croyance que c'est A en particulier qui est F, sans que l'on ait besoin de passer par une prémisse d'identification supplémentaire. Quand on a cette unité de la source épistémique, qui soutient à la fois les deux parties du jugement prédicatif, le A et le F, alors il n'y a tout simplement pas place pour une erreur d'identification. Ça, c'est donc l'explication standard de l'immunité aux erreurs d'identification. Il est notable que parmi les jugements de première personne, ceux qui exhibent cette immunité à l'erreur se trouvent être les jugements d'expérience, les jugements qui reposent directement sur une expérience. Par exemple, j'ai faim, j'ai froid, je suis triste, etc. Et je crois que mon approche phénoménale explique pourquoi ce sont ces jugements-là en particulier qui sont immunes aux erreurs d'identification, cette sous-classe de pensée en première personne. Mon modèle explique pourquoi, en expliquant pourquoi, dans ce cas-là, une prémisse d'identification est superflue. Alors pourquoi? Eh bien, lorsque j'ai une expérience, par exemple une douleur, l'expérience en elle-même justifie objectivement deux choses à la fois. D'une part, sur la base du caractère qualitatif de l'expérience, le douloureux, l'expérience justifie le déploiement du concept phénoménal de douloureux. Il y a quelque chose qui a mal, disons. Mais d'autre part, sur la base du caractère subjectif de cette même expérience, l'expérience justifie le déploiement du concept de « je ». Donc, je peux penser « j'ai mal » sur la base d'une seule et même expérience, d'une unique source épistémique, sans avoir à passer par un jugement d'identification. Voilà, donc ça c'est l'explication que je propose pour l'immunité aux erreurs d'identification dans les cas où elle s'applique, qui sont les cas d'auto-attribution expérientielle. Dernière propriété, l'inséparabilité putative entre la référence sémantique et la référence intentionnelle du concept de « je ». Alors, voilà comment l'explication procède. Encore une fois, l'explanandum, je l'ai peut-être pas spécifié de façon suffisamment claire, c'est qu'on a l'intuition que cette inséparabilité caractérise bien les pensées en première personne. En réalité, il y a des exceptions, comme on l'a vu avec le cas du tableau. Donc l'explanandum, c'est pourquoi est-ce que cette propriété est présente quand elle est présente, c'est-à-dire
Pourquoi est-ce qu'elle est généralement présente? Pourquoi est-ce que la divergence référentielle est rare dans le cas de je? Alors, considérons un type de représentation qui possède cette inséparabilité référentielle de manière caractéristique. La description définit le meurtrier de Smith lorsqu'elle est utilisée de façon descriptive, c'est-à-dire non pas pour viser une personne qui m'est présentée visuellement, comme Julien tout à l'heure dans le ballet du 6, mais pour penser tout simplement à la personne, quelle qu'elle soit, qui a tué Smith. Dans ce cas, on n'a pas de divergence possible entre référence sémantique et référence intentionnelle, parce qu'une seule façon de penser au référent est active, et que cette façon de penser correspond à la condition qu'il faut satisfaire pour être le référent sémantique de la représentation. Donc c'est un cas où la convergence référentielle entre référence sémantique et référence intentionnelle n'est pas contingente. On a pensé à la personne à quoi on entend faire référence uniquement sous l'angle de la condition qu'il faut satisfaire pour satisfaire le concept. À l'inverse, on a une possibilité de divergence entre référence sémantique et référence intentionnelle lorsque plus d'une manière de penser au référent est active, comme dans l'usage référentiel de le meurtrier de Smith, où je pense au meurtrier de Smith, donc à la personne qui a tué Smith, et en même temps, je pense à un objet qui m'est présenté visuellement. Donc là, on a un risque de divergence. Mon explication du fait que dans le cas d'un concept phénoménal, la divergence est rare, c'est que la possession du concept lui-même fournit un accès direct à la référence. Déployer un concept phénoménal comme celui de rouge, c'est être présenté avec le rouge, qui est la référence sémantique du concept. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir un deuxième chemin d'accès au référent. C'est superflu. Donc, la référence peut diverger lorsque j'utilise une deuxième manière de penser au référent, mais ce n'est pas le cas par défaut. Et donc, le modèle prédit correctement, si je est un concept phénoménal, que la divergence référentielle peut se produire, mais qu'elle est comparativement rare, parce que la possession du concept me donne déjà une manière de viser singulièrement le référent sémantique. Donc, déployer le concept, c'est non seulement savoir à quelles conditions on est le référent de ce concept, mais c'est aussi avoir un accès direct à ce référent. Voilà, je vais m'en tenir là dans l'intérêt du temps. Je vais juste faire la liste de mes thèses dans cet exposé. J'ai argué que le concept de je est un concept phénoménal. Cela m'a permis d'expliquer la raison pour laquelle chacune des trois propriétés épistémiques putatives de je est présente lorsqu'elle est présente, et d'expliquer la fréquence de leur occurrence respective en association avec je, et donc, je l'espère, ça contribue à expliquer aussi pourquoi il est si facile de confondre ces trois propriétés, parce qu'elles découlent toutes diversement de la nature phénoménale du concept de je. Je vous remercie. Merci beaucoup Marie. Donc nous écoutons tout de suite le commentaire de Santiago. Et à mon avis, Marie a raison de suivre Coliva et de distinguer trois types d'immunité de jeu. Peut-être j'ai quelques soucis sur la manière dont elle les présente, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Peut-être vous allez en discuter. Je crois aussi que Marie a raison de développer une théorie unifiée de ces trois phénomènes. Mais j'ai quelques soucis sur l'élément phénoménal de l'approche que je vais essayer de soulever. Donc, je vais faire mes commentaires sur la thèse selon laquelle le concept « je » est un concept d'un crash phénoménal. Ma première question est très générale.
je voudrais savoir quelle est la force modale de la thèse. Et je crois que quand on essaye de spécifier la force modale de la thèse, elle est face à un dilemme. Donc je voudrais savoir ce que Marie pense du dilemme, quelle branche du dilemme elle voudrait prendre. Il y a une thèse forte qui consiste à dire que le caractère subjectif est une propriété nécessaire du concept « je ». Cette thèse est intéressante, mais elle fait deux prédictions qui me semblent difficiles à défendre. Selon la thèse forte, il ne peut pas y avoir des systèmes complexes qui possèdent le concept « je », mais qui soient dépourvus de conscience phénoménale, voire de caractère subjectif. Autrement dit, si l'on arrivait à construire un robot très complexe, mais dont les états internes étaient dépourvus de conscience phénoménale, alors ces robots ne pourraient pas avoir le concept « je ». Une autre implication de la thèse forte consiste à dire qu'il ne peut pas y avoir des tokens du concept « je » sans que ces tokens ne mobilisent des caractères subjectifs. Donc, l'idée d'un token de « je » inconscient est exclue comme étant impossible, selon la thèse forte. Ça, c'est la première branche du dilemme. La deuxième branche, c'est défendre une thèse faible. Le caractère subjectif est une propriété contingente de notre concept humain, je, et peut-être d'autres animaux, s'ils sont ces concepts peut-être, ou de certains usages de ces concepts. Or, il me semble que si l'on défend la thèse faible, alors on va perdre l'une des vertus de la théorie de Marie, c'est-à-dire d'offrir une explication unifiée et générale de l'autoréférence. L'explication ne sera plus unifiée parce qu'elle devra distinguer des usages des jeux qui impliquent un caractère phénoménal, d'autres usages des jeux qui ne l'impliquent pas, et spécifier des conditions qui doivent être satisfaites pour que le caractère phénoménal soit présent et des conditions qui sont absentes lorsqu'il n'est pas présent. Elle ne sera générale non plus, car elle devra offrir une explication indépendante des cas d'autoréférence sans caractère phénoménal. Et enfin, on pourrait lui rétorquer que son intérêt philosophique serait très limité si on espère qu'une théorie philosophique de l'autoréférence nous donne des conditions nécessaires et pas contingentes de l'emploi du jeu. Donc ça, c'est, disons, le dilemme général que je trouve on peut formuler à cette théorie. Maintenant, je vais faire un commentaire sur la thèse centrale du papier. Et je vais lire la traduction parce que j'avais lu la version en anglais. C'est une thèse conditionnelle. Si l'on accepte la distinction entre deux composantes de la phénoménalité, alors le caractère subjectif, aussi bien que les différents caractères qualitatifs, doit être reconnu comme base phénoménale potentielle pour un concept phénoménal spécifique. Donc ça, c'est la thèse conditionnelle. Et je crois que Marie a une très bonne raison de défendre une thèse conditionnelle, au moins pour les besoins du papier. C'est qu'il y a des philosophes qui sont sceptiques concernant l'existence d'un caractère subjectif. Donc, il ne faut pas faire dépendre les arguments de son article de la réfutation de tous ces sceptiques. Il suffit juste de montrer les potentiels explicatifs de la théorie, ce qu'elle a très bien fait. Néanmoins, il me semble que même la thèse conditionnelle est controversée, car les conséquences de la thèse de Marie ne suivent pas de l'admission de l'existence d'un caractère subjectif. En effet, pour défendre les conditionnels, il me semble qu'il faut défendre une deuxième thèse, que je vais appeler la thèse du caractère constitutif du caractère subjectif. Le caractère subjectif, selon cette thèse, dit de l'expérience fonctionne comme un constituant du concept « je » qui peut être déployé dans plusieurs tokens du concept « je ». Ça, c'est implicite dans la caractérisation de la base phénoménale. Or, il me semble que Marie n'a donné aucun argument pour cette deuxième thèse dans l'article. En effet, on peut croire à l'existence du caractère subjectif sans pour autant accepter la thèse supplémentaire selon laquelle le caractère subjectif fonctionne comme un constituant du concept « je ». Et je voudrais défendre ça avec une analogie. Peut-être l'analogie n'est pas bonne, on va voir ça dans la discussion. Imaginons un philosophe empiriste qui admet l'existence des propriétés être rouge, être bleu, être vert, etc.
Ce philosophe est sceptique concernant l'existence de la propriété déterminable être coloré, car il a des doutes sur l'existence des universaux déterminables. Nous pourrions éventuellement convaincre ces philosophes empiristes d'admettre l'existence de cette propriété déterminable parce qu'il en aura besoin pour donner une bonne caractérisation des expériences visuelles. En effet, on pourrait lui dire, écoute, être coloré est une propriété commune à être rouge, être bleu, être vert, mais qui n'est pas instanciée par les propriétés comme être lisse, être rugueux, être velouté, etc. Il me semble que notre philosophe pourrait être convaincu par notre argument et conclure que la propriété être coloré existe en effet. Cependant, ce philosophe pourrait aussi nier que chaque fois que l'on fait une expérience d'une couleur déterminée, comme être bleu, on mobilise la représentation être coloré comme un constituant en plus des représentations de couleurs déterminées. Donc je me demande si les mêmes raisonnements ne s'appliquent pas pour le caractère subjectif des expériences. Être mien peut être, si le raisonnement par analogie fonctionne, c'est quelque chose que toutes les expériences ont en commun par le seul fait d'être des expériences. C'est cette propriété déterminable qui nous permet d'unifier les expériences comme une classe à part entière, mais qui ne figure pas comme un constituant d'aucun concept ou représentation mentale. Autrement dit, même si nous devons reconnaître qu'il y a un élément en commun aux différents caractères qualitatifs, ce que fait Levine, ce que Marie appelle le caractère subjectif, il ne suit pas que ces caractères subjectifs soient un constituant de notre concept jeu. Donc, je voudrais juste arrêter là. J'ai quelques remarques supplémentaires, mais on peut les discuter après. Merci. Merci, c'est très utile. Alors, je vais essayer de répondre dans l'ordre, peut-être pas à tout, mais ton premier point. Alors, je te remercie d'avoir de me donner cette occasion de clarification. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. On peut distinguer une thèse forte et une thèse faible qui pourrait correspondre à ce que je propose. Une thèse forte selon laquelle le caractère subjectif est effectivement une propriété nécessaire du concept de jeu. Une thèse faible selon laquelle il est une propriété contingente seulement d'un certain concept humain de jeu, voire de certains usages ponctuels de ce concept. Alors, ça me permet de préciser une chose que je n'ai pas dite pour des questions de temps, mais quand j'ai dit le concept de jeu, en réalité, j'aurais dû dire quelque chose de plus modeste. Je présuppose qu'il y a un pluralisme de l'autoréférence, qu'il y a différents types de représentations grâce auxquelles on peut exercer l'autoréférence, et que, par exemple, seuls certains de ces mécanismes qui garantissent l'autoréférence garantissent en même temps ce que j'ai appelé l'ipséité au début, c'est-à-dire la capacité pour le système qui autoréfère de, ce faisant, penser à lui-même comme à lui-même, en ayant conscience du lien de réflexivité. Je suppose que ce n'est pas le cas, par exemple, d'un robot qui fait autoréférence. Et donc, ce que j'essaie de faire est plus modeste que ce que me laissait supposer la rhétorique du papier. J'essaie de caractériser comme concept d'ancrage phénoménal une certaine représentation qui permet de pratiquer l'autoréférence, qui est notre concept de jeu, à nous les humains, ou en tout cas un concept de jeu qui joue un rôle important dans notre vie psychologique. Alors, est-ce que ça correspond à la thèse faible? En fait, non, dans la mesure où je pense qu'il existe des types de représentations essentiellement distincts qui permettent de faire autoréférence, que le concept de jeu chez les humains est l'un seulement de ces types, et que le caractère subjectif est une propriété nécessaire pour ce concept de jeu en particulier. Donc, c'est une thèse forte, mais restreinte à un certain type de représentation
qui permet de faire autoréférence. Alors, les problèmes que tu soulèves par rapport à une thèse forte, qui sont très aigus, même sous la limitation que j'ai dite, c'est que je dois prédire qu'il n'y a pas de système qui possède ce concept sans avoir de conscience phénoménale, voire de caractère subjectif. Et deuxièmement, que tout token de son concept mobilise de façon actuelle, présente, ce caractère subjectif. Est-ce qu'il n'y a pas des contre-exemples ? Ça, ce serait un souci. Un contre-exemple auquel on peut penser, donc c'est celui que tu as dit, c'est celui des pensées inconscientes. L'autre, c'est celui des cas pathologiques, comme les patients qui souffrent de dépersonnalisation, voire du syndrome de Cotard, des patients qui n'ont plus l'impression que leurs expériences sont leurs expériences. Ils font des expériences, mais sans se sentir en position de les revendiquer comme leurs propres expériences. Alors, est-ce que ça présente un contre-exemple ? Dans le cas des pensées inconscientes, je serais tentée de bite the bullet et de faire l'hypothèse que lorsque nous faisons autoréférence, y compris une forme d'autoréférence nécessaire de façon inconsciente, alors nous utilisons une autre représentation. Peut-être sous-personnel, je ne sais pas, mais en tout cas qui n'est pas le concept de jeu que j'essaie de caractériser. Pour ce qui est des cas pathologiques, c'est une question très difficile. Une observation intéressante, en tout cas, c'est que les patients qui sont dépersonnalisés, donc dont on peut penser qu'ils n'ont pas de caractère subjectif dans leur conscience phénoménale, ou en tout cas que le caractère subjectif est amoindri ou atténué, souvent ces patients utilisent le mot « je » le moins possible. C'est assez frappant. Se désignent plutôt par des périphrases ou des noms propres, d'autres pronoms, mais essayent de ne pas utiliser le mot « je ». Donc on peut se demander si, dans la mesure où le caractère subjectif est manquant dans leur cas, l'usage du concept de « je », que moi j'essaie de caractériser, par opposition à d'autres formes d'autoréférence, hein, bien entendu, ne leur est pas fermé, et disons, le comportement linguistique bizarre, du coup, serait la contrepartie d'une base phénoménale déviante. Alors bon, tout ça c'est des questions empiriques, donc c'est simplement gesture. Mais voilà, ce serait le type de choses que je voudrais dire. Ton autre point, je trouve extrêmement intéressant aussi. Je vais essayer de répondre très vite. Alors, est-ce que le caractère subjectif est nécessairement constitutif du concept de jeu entendu comme concept phénoménal, si on peut comprendre ce caractère subjectif simplement comme un déterminable dont les différentes expériences qualitatives seraient les déterminations, de telle sorte que ce caractère subjectif finalement ne serait qu'une abstraction qui n'est pas vraiment le type d'entité adéquat pour construire un concept d'ancrage phénoménal. Alors, c'est effectivement je trouve que c'est une vraie difficulté. Tout dépend de la façon dont on conçoit ce caractère subjectif. Est-ce qu'on le conçoit effectivement comme un simple déterminable, comme Levine Kriegel semble, parmi d'autres, vouloir le faire? Mais justement, c'est quelque chose que je serais tentée de ne pas faire en considération de cas pathologiques où on a du caractère phénoménal, on a des expériences, on a une phénoménalité, et en même temps, il semble qu'il y ait une part manquante qui soit ce caractère subjectif. Donc, si caractère qualitatif et caractère subjectif sont séparables dans quelques cas réels, ou en tout cas possibles, et je pense que le cas est au moins concevable, alors il s'agit de deux propriétés distinctes qui sont, dont il est plus plausible de penser qu'elles soient de même niveau, plutôt que d'une propriété plus abstraite qui est présente dès que la propriété de second niveau est présente. Donc voilà, je serais tentée de te répondre en disant
la façon dont je pense au caractère subjectif fait que oui, c'est bien une propriété phénoménale de plein droit et non pas une abstraction, pas un simple déterminant. Merci.